Désormais, pour s'inscrire à l'UAC, dans les facultés classiques, il faut déposer les dossiers au niveau des facultés. Tel un coup de massue, la décision est tombée alors que certains s'attendaient à une réflexion profonde au niveau du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du rectorat. Désormais, les nouveaux bacheliers devront aller vers l'étude de dossiers avant leur inscription dans les facultés classiques telles que la FASEG, la FLASH et la FADESP. Une décision du recteur qui n'est pas du goût des responsables des fédérations d'étudiants. Selon ces derniers, cette réforme est animée d'un esprit de vengeance à la suite des récents mouvements des étudiants. Cette décision qui a été prise est pirate parce que ça ne reflète pas une bonne image de ce que nous vivons dans notre pays. Elle n'est pas la bienvenue en ce sens que vous avez compris un instant avec moi que c'est suite, c'est-à-dire c'est après la grève que le recteur, disons, sort cette décision-là. Je peux appeler ça, disons, des décisions très rancunières. Mais une frange des étudiants y voit une bonne politique des responsables de l'université d'Abomey-Calavi, à condition que tous les acteurs soient réellement associés à sa mise en application. Je pense pour ma part que c'est une décision qui n'est pas quand même dans son fond à négliger, mais dans l'exécution va causer beaucoup de dommages aux étudiants. Mais en réalité, cette décision est-elle opportune? Et quels en sont réellement les vrais motifs? Il faut que les établissements puissent recruter le nombre d'étudiants qu'ils sont capables d'encadrer. Cela va de l'intérêt des étudiants. Cela améliore les conditions d'encadrement. Le processus, quel est-il en réalité? L'étudiant qui veut s'inscrire, que ce soit à la FLASH, de la FAST, de la FASEG et de la FADESP, il envoie un dossier dans l'établissement. Et l'établissement va étudier les dossiers et indiquer au rectorat le nombre d'étudiants retenus dans le cadre de ce processus d'étude de dossier. Une autre inquiétude subsiste cependant. Quel sort sera réservé aux étudiants dont les dossiers ne seront pas pris en compte? Je voudrais nous rappeler à nos chers étudiants qu'il y a une nouvelle réalité dont il va prendre connaissance. L'UAC n'est pas la seule université publique du Bénin. Et depuis cette année, nous avons 7 universités publiques. Et 7 universités publiques qui sont sur le territoire national. Donner un nouveau dynamisme à l'université d'Abomey-Calavi, aider les étudiants à choisir la filière qui leur convient et faire face à l'effectif pléthorique, telles sont entre autres les raisons avancées par le rectorat. L'idée semble bonne, certes, mais l'autre chose est d'en analyser les implications et d'expliquer les tenants et les aboutissants aux premiers concernés afin d'éviter à l'université de replonger dans une crise. Nous ne signons pas de tracts, nous signons des documents officiels. L'année scolaire 2015-2016 est loin d'être apaisée. À compter du mardi 20 octobre prochain, les portes des écoles seront à nouveau fermées sur l'ensemble du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Les responsables du Front d'action des syndicats de l'éducation ont été formels à la faveur de cette conférence de presse. C'est la conséquence immédiate de la non-signature des statuts particuliers des enseignants prévus normalement pour le 30 septembre dernier. Je rappelle que lorsqu'il s'est agi, il y a quelques mois seulement, de la mise en œuvre des statuts particuliers des personnels militaires et paramilitaires, de la douane, de la police, des eaux et forêts, avez-vous entendu parler de chiffres, d'incidences financières, balancées dans la presse ou sur les réseaux sociaux? Lorsqu'il s'est agi, il y a quelques mois encore, des statuts particuliers des contrôleurs budgétaires, c'est comme ça qu'on appelle maintenant les contrôleurs financiers. Ils ont modifié leur statut particulier il y a quelques mois. Ça a été mis en œuvre par le même ministère des Finances. Et enfin, lorsqu'il s'est agi de l'enseignement supérieur en 2010, des hôtels praticiens en 2014, et de tous les statuts particuliers qui sont faits en catimini, et dont vous n'entendez pas parler. Pourquoi, quand il s'agit de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, nous sommes dans la presse, nous sommes dans les réseaux sociaux. Lorsqu'on nous paye une prime, tout le peuple sait qu'on nous a payé une prime. La motion de grève sera officiellement déposée dès ce mercredi et prendra effet à partir du 20 octobre. Mais une dernière chance est donnée au gouvernement pour éviter le désastre scolaire. Les organisations syndicales du secteur de l'éducation, réunies au sein du Front, lancent un ultimatum au gouvernement à travers les ministères en charge des enseignements maternels et primaires
du secondaire, de la fonction publique et de l'économie et des finances au fait de convoquer sans délai le Conseil consultatif paritaire de la fonction publique. Cet ultimatum prend fin le lundi 19 octobre 2015 pour laisser place, si rien n'est fait, à l'effectivité de la motion de grève. Des assemblées générales se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national pour mettre tous les enseignants au même niveau d'information. Pour le front d'action, le succès ou l'échec de cette année scolaire dépend de la bonne foi du gouvernement. Ils sont 85 agents contractuels de l'État recrutés depuis 2013 au terme d'un concours national au profit de la SONAPRA chargé d'intrants et suivi de la campagne agricole. Mais ils ont vu leur contrat de travail suspendu en pleine campagne agricole 2015-2016. Et le chemin choisi pour mener le combat au fait de se faire rétablir dans leurs droits est la création d'un syndicat. À la Bourse du Travail ce mardi 13 octobre 2015, le syndicat national des chargés d'intrants et suivi de la campagne agricole de la SONAPRA est porté sur les fonds baptismaux. Permettez-moi cette répétition à l'endroit du chef de l'État, chef du gouvernement, Dr Thomas Boneyayi, de venir à la rescousse de ces 85 agents actuellement en difficulté contractuelle à la SONAPRA, car c'est son autorité, sa politique gouvernementale de la promotion d'emploi des jeunes, et puis la loi numéro 98 004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin, qui sont tout simplement en train d'être charcutés. En attendant le choix de la centrale d'affiliation, le nouveau syndicat peut compter sur le soutien de la Confédération générale des travailleurs du Bénin et la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. La lutte est sans doute engagée. Sans le syndicat, le gouvernement même ne peut pas exister. C'est parce que le syndicat existe que le gouvernement est là. Même s'ils pensent que les syndicats sont les syndicats élus sont des adversaires, nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des partenaires. Si l'actuel directeur veut recruter ces hommes, nous ne sommes pas contre. Il n'a pas le droit de mettre fin à vos contrats. Il n'a qu'à recruter d'autres personnes qui seront aussi des travailleurs et travailleuses. Si le gouvernement lui-même, qui va déjà vers la fin, veut mettre des bâtons dans ses roues, mais il n'a qu'à le faire, on va voir. Au terme des travaux de ce congrès constitutif, un bureau de 11 membres sera mis en place. Son premier défi, sauver les 85 emplois en passe de disparaître. Ils ont voulu se faire entendre ce mardi matin, des banderoles et pancartes à la main. Ce sont des jeunes pharmaciens au chômage depuis quelques années qui réclament par ce sit-in le suivi de leur dossier pour l'élaboration et l'attribution de leurs cartes pharmaceutiques. Considérant que notre situation professionnelle est toujours précaire avec dans nos rangs plus de 250 pharmaciens chômeurs, dont environ plus de 100 en attente de s'installer depuis l'année 2010, considérant les décisions prises en Assemblée générale le 1er octobre 2015, considérant que le projet de carte lui a été transmis main en main devant nous pour la signature depuis le 5 octobre 2015, nous, jeunes pharmaciens postulant pour la carte pharmaceutique 2015-2016, venons protester vigoureusement contre cette lenteur administrative qui n'a fait que trop durer. En 48 heures, le problème était réglé parce qu'il nous a dit qu'il y a des dossiers, quand ils arrivent sur son bureau, au plus tard vendredi, tout est sorti. Donc nous, on espérait jusqu'à vendredi. On n'a pas eu vendredi, mais là c'est bon. Moi personnellement, on va dire qu'on est essoufflé, on est étouffé. Moi je ne sais pas, si on prend des exemples, peu importe.
Mais il y a des gens qui ont peut-être fini tôt, et 1 an après, 2 ans après, ils ont eu leur site. Moi, j'ai fini, c'est ma 8e année. C'est bon, on est quand même des mères de famille, on a des salaires de misère, excusez-nous. Pour ma part, c'est 8 ans. Ma collègue est ici, docteur Nitoubé Linette, c'est la 9e année. Pourtant, l'arrêté ministériel permettant de créer leur propre pharmacie est signé depuis juin dernier par l'actuel ministre de la Santé. Et donc, fatigués d'attendre, ils crient leur ras-le-bol. Nous ne sommes pas là pour bloquer la carte pharmaceutique. Tous les jours, nous travaillons pour que cette carte sorte et soit signée par le ministre de la Santé. Et comme le directeur l'a dit, nous avons apporté les dernières corrections de forme que le ministre a remarquées quand on lui a transmis cette carte-là. Les pharmaciens mécontents n'entendent pas démordre. Ils considèrent ce sit-in comme la première d'une série qui s'annonce pour les jours prochains. Ils promettent passer à la vitesse supérieure si le mutisme du gouvernement perdurait. Je reçois pour vous sur ce plateau professeur Frédéric Loco, il est directeur de la pharmacie, du médicament et des explorations diagnostiques. Bonsoir monsieur le professeur. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors vous avez suivi comme nous cette sortie de vos étudiants. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des étudiants que vous avez formés réclamer le job? Merci monsieur le journaliste. Il faut préciser d'abord que ce mardi, aujourd'hui mardi, vers 10h30, un groupe de jeunes pharmaciens se réclamant du collectif des jeunes pharmaciens requérant de sites pharmaceutiques s'est dirigé vers le ministère de la Santé et s'est regroupé plus précisément devant la direction de la pharmacie, du médicament et de l'exploration diagnostique pour un sitting qui a duré 1 heure. Et au cours de ce sitting, le porte-parole des jeunes pharmaciens a précisé qu'ils étaient en attente, comme ils disent, depuis des mois, et il a exprimé effectivement ses inquiétudes quant à la signature et l'attribution de sites de pharmacie. Il a qualifié cela de lenteur administrative. Tout à fait, oui. Nous devons préciser que la carte pharmaceutique, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui est élaborée tous les 2 ans en moyenne et qui procède à la programmation de sites d'officines de pharmacie, des sites à créer pour être exploités, ouverts et exploités par des jeunes pharmaciens d'officine. Ceci pour rendre le médicament disponible même au niveau des contrées les plus lointaines de notre pays. Ceci relève effectivement de la mise en œuvre de notre politique qui consiste à rendre le médicament disponible. Bien entendu, nous sommes descendus pour 2 choses d'abord. Pour effectivement tordre le cou à certaines rumeurs qui veulent que que les autorités du ministère de la Santé ne veulent pas signer la carte pharmaceutique. Et deuxièmement, apporter des informations en ce qui concerne ce processus de la carte pharmaceutique. Donc, ces informations ont été portées à la connaissance des jeunes requérants et ça leur a permis de comprendre, en fait, que ce n'est pas un processus facile à mener. Oui. Voilà, donc... Mais je dois vous rappeler, monsieur le directeur, que dans la motion qu'ils ont lue, ils ont dit que, vu que la relecture de la carte pharmaceutique demandée par le DAC a été faite et le rapport finalisé. Est-ce qu'ils ont raison ou tort d'avoir dit ça? Est-ce que le rapport est vraiment finalisé? Le rapport est finalisé, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. En fait, c'est tout un processus. Et il est question, dans un premier temps, de faire, je peux vous dire rapidement, les différentes étapes qui conduisent à l'élaboration de la carte pharmaceutique. Dans un premier temps, un arrêté a été pris portant création d'un comité. Le comité ad hoc chargé de l'élaboration de la carte pharmaceutique, c'était en avril 2015. Ce comité s'est organisé pour démarrer le processus à partir de juin
2015 parce qu'il fallait d'abord préciser les critères d'identification des sites. Et donc les tournées ont commencé à partir de la fin de juin 2015 et au cours de cette tournée, les tournées ont pris en compte les différents critères effectivement d'identification des sites. Nous sommes allés dans tous les départements, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les contrées les plus lointaines. Et les résultats de ces tournées ont été ont été observés, si vous voulez, lors des sessions ultérieures de la commission. Il faut préciser que c'est la commission ad hoc qui a assuré tout ce processus de A à Z. Donc ce processus a continué jusqu'en août, en fin août 2015. Et à la fin de ce processus, il était question de vérifier si les critères qui avaient été définis pour identifier les sites avaient été suivis, avaient été respectés. Et en même temps, commencer à élaborer la carte pharmaceutique. Donc de août 2015 à, je dirais, fin septembre. Voilà, donc environ un mois, nous sommes dans le processus d'élaboration finale du projet de carte pharmaceutique. Mais monsieur le directeur, ici, toujours dans la motion, ils disent qu'il y a une date butoir du 25 septembre 2015 qui a été fixée. Oui. Alors pourquoi on ne peut pas respecter cette date-là? Oui, évidemment, 25 septembre, que vous avez dit, ça fait il y a 2 semaines. 2 semaines de cela. Oui. Je dois dire qu'il y a un processus, il y a un souci très important que nous avons, lequel, et du comité. Le souci est le même au niveau de tous les membres du comité, formés essentiellement des différents acteurs du monde pharmaceutique. Ce souci, c'est que nous puissions créer des sites viables. C'est-à-dire parce que des sites qui, lorsqu'ils seront exploités ou implantés, eh bien, les pharmacies vont pouvoir pérenniser. On pourrait être exploité et rentabilisé, parce qu'en fait, c'est d'abord ça, c'est essentiellement ça aussi. Au-delà, effectivement, de la disponibilité du médicament, du service médicament de qualité, il y a que c'est quand même une entreprise. Donc, nous avons tenu à ce que nous puissions assurer les conditions de viabilité, effectivement, des sites qui ont été créés. Ça veut dire quoi, précisément? C'est-à-dire que nous avons vérifié si le nombre d'habitants pour chaque site qui a été créé. 10 000 habitants au moins par site de pharmacie. C'est ce qu'il faut. Il faut. Nous avons vérifié le pouvoir d'achat de la population, le nombre de structures sanitaires alentour, donc autant de critères. Et puis nous avons fait en sorte de vérifier les distances minimales qu'il pourrait y avoir entre une officine qui va être créée et les officines qui sont là. Parce que par le passé, il faut tenir compte de cela aussi. Quand on crée une officine à côté d'une ancienne officine, eh bien c'est quand même le chiffre d'affaires de l'ancienne officine qui se trouve partagé. Tout à fait. Alors, donc, on comprend alors que dans les coulisses, qu'ils se disent que c'est les anciennes officines qui ne veulent pas que d'autres officines soient créées. Exactement, bon, c'est ça. Alors, c'est ce que moi j'ai dit que nous allons voir dans quelques années, juste pour le dire, quand il y aura une autre carte pharmaceutique, est-ce qu'il n'y aurait pas la même réaction, à savoir, je ne suis pas déjà, on n'est jamais satisfait. Donc c'est ça, c'est tous ces critères-là qui ont fait que le parapheur portant la carte pharmaceutique, enfin peut-être carte pharmaceutique, a connu quelques va-et-vient. Mais je dois dire que dans ce processus, nous avons été unis au niveau du comité. Le comité a vérifié plusieurs fois que les critères ont été bien suivis. C'est ça qui explique effectivement ce qui va et vient. Il faut préciser que par le passé, nous avons connu des cas malheureux. Je n'ai pas voulu que ce soit le cas. Nous n'avons pas voulu que ce soit le cas. Les cas malheureux de pharmaciens déjà installés depuis un certain temps, qui sont revenus nous voir en pleurs pour dire « je ne fais même pas 10 000 francs par jour ». Tout à fait. Alors ça, c'est quand même un désaveu pour nous. Des choses à corriger. Voilà, donc nous avons voulu prendre le temps pour faire un travail, mais un travail fini. C'est ça que nous avons voulu expliquer aux jeunes pharmaciens. À ce jour, à quoi doivent-ils s'attendre? C'est plus de 200 jeunes pharmaciens. Oui. Ils doivent s'attendre à quoi ce jour? Oui, alors, c'est ça. Nous sommes en train de faire en sorte que le maximum de pharmaciens qui sont réellement au chômage, parce qu'en fait, il faut reconnaître que le secteur pharmaceutique est un des secteurs qui connaissent le moins le chômage. Il faut le reconnaître. Oui. Parce que même si les jeunes pharmaciens n'ont pas encore leur pharmacie, il faut dire que la plupart d'entre eux sont assistants
même si le salaire qu'il leur est proposé n'est pas un salaire conséquent, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime qu'ils veulent se mettre à leur propre compte, être leur propre responsable. Parce que, en fait, voilà des jeunes qui ont connu 7 ans de dur labeur pour avoir leur diplôme, et avec les sacrifices consentis par les parents, c'est tout à fait normal qu'ils veuillent faire valoir ce diplôme et pouvoir bénéficier de ce que ça peut leur apporter. Voilà donc effectivement tout ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet. Oui. Mais est-ce que je peux... oui, allez-y, allez-y. Voilà. Je voudrais dire, c'est très très important que nous avons réussi à finaliser la carte pharmaceutique. Le sitting a eu lieu à 10h30. Comme j'avais expliqué à mes jeunes confrères, qui sont pour la plupart mes étudiants, certains ont été mes étudiants ici, à Cotonou, et d'autres ont été mes étudiants dans les universités de la sous-région, ils m'appellent tous professeurs. J'ai dit attention, un professeur c'est la rigueur. Mais ce que je dois dire d'une façon générale, et c'est ce que j'ai expliqué à mes jeunes étudiants, à mes jeunes confrères, c'est que la carte pharmaceutique a été finalisée, et je peux vous dire aujourd'hui que s'ils avaient attendu 2 heures, je leur aurais montré cette carte pharmaceutique signée par le ministre de la Santé. J'ai aujourd'hui là en main le parapheur dans lequel se trouve la carte pharmaceutique signée par le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé l'a signée vers 13 heures. Et le mouvement, c'est-à-dire le sitting, avait lieu vers 10h. Ils auraient attendu un tout petit peu. Ou alors c'est peut-être le sitting qui a forcé un peu la main au ministre. Pas du tout. S'il faisait juste de parapher, pourquoi il ne l'a pas fait hier? Et il a attendu le sitting pour le faire à 2 heures de temps après. Tous les jours que Dieu fait, le ministre m'a appelé. C'est pour ça que je tiens vraiment à remercier. Tous les jours que Dieu fait, le ministre m'a appelé. Il m'a souvent appelé. DPMED, où en sommes-nous pour la carte pharmaceutique? Ces jeunes sont en attente. Je voudrais que vous puissiez finaliser. Bien sûr, il faudrait que ce soit un travail bien fait. Parce que c'est un homme de rigueur. Tout à fait. Voilà donc ce qui a fait, je puis dire, que les jeunes pharmaciens ont eu l'impression qu'on se désintéressait de leur cause. Il n'en était rien. Tous les jours que Dieu fait, le ministre nous a souvent rappelé ça. On comprend alors que vos jeunes confrères puissent déclarer un mot d'ordre de grève, de sit-in, pardon, au ministère de la Santé pour compter de ce jour, tous les jours de la semaine. Maintenant que la bonne nouvelle leur est annoncée, je pense qu'ils vont sursoir à ce mot d'ordre de sit-in. Je l'espère bien. J'ai vu des coups de fil sur les appels en absence. Je crois savoir que, vous savez, les nouvelles vont vite. Peut-être qu'ils ont déjà la nouvelle avant moi. Ce n'est plus un scoop, mais je tiens à faire, si vous permettez, pour faire d'abord un zoom pour le montrer, parce qu'ils sont peut-être dubitatifs. Ils ne voient ils ne croient que ce qu'ils voient. Et c'est tout à fait normal. C'est exactement compris. Oui, allez-y, sortez ça, on va voir. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer la carte pharmaceutique qui a été signée. Voilà l'arrêté de carte pharmaceutique. Vous voyez? Très bien. Voilà. L'arrêté de carte pharmaceutique. Voilà, vous avez le ministre de la Santé. Tout à fait. Et voilà la signature du ministre de la Santé. Quand vous disiez carte pharmaceutique, moi je m'attendais à avoir un croquis avec tel. Il ne s'agit pas de croquis. Voilà ici, donc la signature du ministre de la Santé. Oui, je vois la pose, oui, tout à fait. Vous voyez bien. Docteur Pascal de Souto. Voilà, c'était signé aujourd'hui même. Et là, ce que nous appelons carte pharmaceutique, comme ça c'est l'arrêté, c'est la trame, c'est un peu la matrice qui définit effectivement pour chaque site le département dans lequel le site est implanté, voyez-vous, la commune, l'arrondissement, la dénomination, les délimitations. Nous avons innové cette année en précisant les années de mise en exploitation de chaque site. C'est-à-dire que nous avons voulu que les sites soient utilisés, soient occupés progressivement. Pour assurer, tout ça pour assurer effectivement la fiabilité de celle-ci. Si je peux finir. Oui, en 2 secondes. Rapidement, je tiens à remercier, je tiens à remercier le chef de l'État, bien sûr, et tout son gouvernement. Le chef de l'État, dont le souci le plus important est l'emploi pour les jeunes. Il est très sensible. Ça, je tiens à le remercier, à remercier son gouvernement, et à remercier le ministre de la Santé pour la mise en œuvre des instructions qu'il a reçues du chef de l'État, à travers le suivi qu'il a fait pour cette
cette carte pharmaceutique et à remercier enfin les membres du comité ad hoc. Voilà. Et à notre tour de vous inviter, de vous dire merci. Voilà, c'est notre invité d'être venu sur ce plateau, nous apporter cette information qui va calmer tant soit peu les ardeurs de ces jeunes pharmaciens. Les 6 nouveaux députés à la Haute Cour de justice prêtent officiellement serment devant le président de la République. Edmond Zissou, Candide Azanaï, Sakal Lafia, Benoît Degla, Adam Bagoudou et Valentin Dianotin jurent de remplir fidèlement la mission républicaine qui leur est confiée. En effet, la Haute Cour de justice tire sa légalité des articles 135, 136, 137 et 138 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. En vertu de l'article 136, la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Et pour une efficacité dans leur rendement, le chef de l'État plaide pour un allègement des procédures de comparution devant la Haute Cour de justice. Cette cérémonie de prestation de serment me donne l'occasion de réaffirmer ici même ma ferme volonté et celle de tout mon gouvernement de lutter contre la corruption et l'impunité dans notre pays. Les multiples actions entreprises, les décisions prises dans ce sens par mon gouvernement sont la preuve tangible de ma profonde détermination à œuvrer pour la consolidation de l'état de droit dans notre pays et pour sa prospérité. Mais s'agissant précisément de la Haute Cour de justice, institution dont la mission essentielle est de contribuer à l'instauration de la bonne gouvernance, à la lutte contre l'impunité dans le rang des plus hautes autorités et des plus hautes personnalités de ce pays, nul n'étant et ne devant être au-dessus de la loi. Nous réalisons qu'en l'état actuel de ces textes, cette noble mission est difficile à accomplir. Il est dès lors indéniable que seuls les amendements aux textes existants permettront d'alléger la procédure et d'obtenir une réponse adéquate et pertinente à l'impunité dans notre pays. Les 6 députés assermentés rejoignent à présent les 6 membres de la Cour constitutionnelle et le président de la Cour suprême, portant ainsi à 13 le nombre constitutionnel de la Haute Cour de justice, enfin prête pour connaître les dossiers qui lui seront transmis. Vous savez que le président de la République a beaucoup voyagé ces temps-ci.